Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier les organisateurs pour la gentille invitation. J'ai le grand plaisir d'être parmi vous pour répondre à cette question fort intéressante qui m'a été posée. Quels critères de sélection des patients pour une chirurgie kérative? En effet, cette question a pour objectif de sélectionner les patients et les tumeurs qui peuvent tirer bénéfice de la chirurgie à visée kérative. Pour faire simple, je vais transformer cette question en une question assez simple. Quel patient et quelle tumeur tire bénéfice de la chirurgie R0, qui reste un facteur pronostic très important, comme vous le savez. Donc, je vais m'intéresser tout de suite aux patients. Donc, bien évidemment, il faut préciser l'âge. Il a c'est l'âge physiologique, mais aussi chronologique, l'état général des patients selon les scores OMS, ASA, le poids, bien évidemment, actuel et habituel, et le pourcentage d'amaigrissement. Les MC, c'est important comme on va voir. L'état nutritionnel des patients, une évaluation correcte sur le plan respiratoire, surtout si on prévoit chez le patient un abord thoracique, en demandant une exploration fonctionnelle respiratoire, gazométrie du sang, une évaluation cardiovasculaire correcte avec écho-cœur, fraction d'éjection au CG et de la fonction rénale. Pourquoi toute cette évaluation? Si on revoit un petit peu la série de l'AFC, parmi les facteurs de mortalité, on voit toujours le score ASA qui sort. C'est une chirurgie qui est morbide et mortelle, plus de morbidité et de mortalité, je voudrais dire, chez les patients ASA 3 et ASA 4, il faut en tenir compte. On voit plus de morbidité chez des patients de sexe masculin, plus de 60 ans. C'est vrai, c'était en 2003, ça commence de prendre l'âge maintenant, mais toujours dans cette série chinoise publiée l'année dernière, qui a inclus plus de 110 patients, vous voyez que c'est une chirurgie dans laquelle on voit beaucoup plus de complications cardio-pulmonaires chez des patients âgés de 70 ans et chez des patients qui ont déjà des antécédents cardio-pulmonaires. C'est une chirurgie où on voit beaucoup de fistules anastomatiques chez les obèses, beaucoup de complications cardiovasculaires et beaucoup de complications sévères et même beaucoup de mortalité opératoire, post-opératoire immédiate en intra-hospitalier chez les obèses. Donc l'EMC est un facteur très important à prendre en considération. L'état nutritionnel, il faut bien l'évaluer, bien évidemment, par le poids, le dosage de taux albumine, préalbumine plasmatique. Et quand on a une perte de poids supérieure à 10%, ça témoigne d'une dénutrition grave. Donc ça va impacter la tolérance au traitement périopératoire, qui est le standard actuellement, comme on vient de voir avec Dr Msmoudi, et ça pourrait contre-indiquer même une chirurgie avec les effets délétères sur la cicatrisation post-opératoire. Heureusement, la chimiothérapie périopératoire souvent va entraîner un amendement de la dysphagie, donc les patients vont reprendre à manger, donc ils vont regagner des poids. Sinon, il ne faut pas hésiter à leur proposer une gastrostomie d'alimentation, mais jamais d'endoprothèse œsophagien parce qu'il a un impact négatif sur le plan oncologique. Donc, au terme de cette évaluation des patients, on ne pourra pas proposer une chirurgie à visée curative chez des patients en insuffisance respiratoire sévère avec un VOMS inférieur à 1 litre, chez des patients en cirrhose décompensée, avec insuffisance rénale chronique, avec insuffisance cardiaque décompensée, EDM datant de moins de 6 mois, une cardiopathie évolutive, chez des patients également avec en très mauvais état général, avec un OMS 3-4, on ne pourra pas c'est pas des bons candidats à la chirurgie, des patients score ASA supérieur à ASA 3, donc surtout non stabilisés. Et quand on a une dénutrition sévère avec une perte de poids supérieure à 20%, surtout quand on n'a pas un gain
de poids après la renutrition entérale, on ne pourra pas proposer la chirurgie. Donc, une fois on a évalué le patient, il faut évaluer la tumeur. Et tout d'abord, la localisation, c'est très important parce qu'il va impacter fortement et directement les modalités thérapeutiques. Donc, il est source de plusieurs imprécisions, très bien débatté et traité par ma chère collègue, professeur Bensardi. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Il a la classification. Par contre, un petit mot sur la classification de frégate qui est proposée par le groupe français. C'est sûr, c'est pas encore validé, mais il a l'apparence d'être assez simple parce qu'au lieu de s'intéresser à l'épicentre, il s'intéresse à la limite supérieure et inférieure. Donc, on a l'indication chirurgicale directement. Donc, puis le bilan d'extension, tout d'abord clinique, par exemple la palpation du crocus claviculaire. Si on a un doute sur un ganglion, il ne faut pas hésiter à faire une échographie, même une cytoponction, et un scanner thoraco-abdominopelvien avec injection et ingestion des produits de contraste. Et puis, en fonction, par exemple, si on a un doute sur une image hépatique, on complète par une IRM hépatique, etc. L'écho-endoscopie est très importante, surtout dans les stades précoces, on n'a pas de sténose, sinon c'est une contre-indication parce qu'il y a un risque de perforation. Donc, comme vous le savez bien, il y a une évaluation de l'extension tumorale, donc en transversale, et puis ils recherchent des ganglions, et aussi les gastro, donc disent qu'ils sont tout près du lobe gauche. Parfois, ils peuvent voir des lésions des lobes gauche, parfois des petits acides en périhépatique qui peuvent passer inaperçus au scanner. Le PET scan, il faut le demander de plus en plus. En fait, le PET scan ne sert absolument à rien de les deux extrêmes. Quand on a une petite tumeur qui est accessible à un traitement endoscopique qui représente la minorité de nos patients dans notre contexte malheureusement, ou quand on a une métastase bien évidente au scanner. Sinon, le PET scan, vous voyez dans ce papier, ça change de stratégie dans 15% des cas. Et dans ce papier, il a montré 10% des métastases occultes et il a fait gagner à l'hôpital 13 000 $ par patient. La laparoscopie exploratrice, il faut l'indiquer de plus en plus une fois on a un doute sur la présence d'un carcinose péritonien. Parfois, on a un empattement abdominal, là je ne parle pas du gâteau épiplouique, etc. Parfois, un empattement et au scanner, on n'a pas grand-chose. Parfois, une altération très profonde de l'état général et au scanner, on n'a pas de signe front du carcinose. Parfois, au scanner, on a des petits nodules, une petite lame périhépatique. Les radiologues ne sont pas sûrs, donc il ne faut pas hésiter à leur proposer une laparoscopie exploratrice dans les T4, quand on a un contingent assez indépendant et dont les tumeurs peu différenciées. Mais la technique d'exploration doit être rigoureuse et systématique. Donc, cadran par cadran, il ne faut jamais oublier le mésentère, il faut l'enrôler en totalité. Et il faut finir par une analyse cytologique des liquides de lavage péritonien. Vous voyez dans cette étude prospective hollandaise publiée l'année dernière, l'évaluation par le PET et par la laparoscopie, ça permet de changer de stratégie thérapeutique chez un patient sur 4. C'est énorme. Donc voilà, une fois on a évalué la tumeur, il faut la classer selon la dernière classification TNM de 2017. Donc, pour répondre de façon assez simple à la question, il faut proposer à la chirurgie à visite curative des patients capables de bénéficier d'un traitement périopératoire et chirurgical et ayant un stade entre T1 et T4A pour faire ça. Encore plus simple, c'est des tumeurs confiées à l'œsophage ou bien avec un envahissement des diaphragmes de la plèvre à la face postérieure des péricardes, bien évidemment après un traitement périopératoire. Et il ne faut pas opérer des patients avec envahissement de l'arbre respiratoire et les vertèbres et les patients métastatiques. Je vous remercie.